Cela nous amène directement à la question du séquençage. Et à cette fin, je voudrais demander au docteur Sonia Pekova, parce que nous avons fait une interview il y a quelques jours, et dans cette interview, vous nous avez dit que vous avez trouvé quelque chose de très étrange, qui semble, à mon avis, confirmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le test de Drosten, et qui tend à confirmer qu'une activité criminelle a eu lieu. Vous n'avez pas fait de séquençage Sanger, Sonia. Vous avez fait un séquençage de nouvelle génération. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Je vais donc d'abord répondre à votre question et ensuite j'aimerais revenir également sur les questions discutées précédemment parce que j'aimerais offrir quelques commentaires à ce sujet. En ce qui concerne le séquençage, lorsque la vague a commencé en République tchèque, la première en mars 2020, il s'agissait d'une petite vague. Elle serait passée inaperçue si les médias et les journalistes n'avaient pas fait de battage autour de tout cela. Puis l'été a été complètement exempt de virus. Il a recommencé brusquement en septembre 2020, puis il a été suivi d'une autre vague en novembre 2020. Et enfin, elle a été suivie d'une vague qui a commencé en décembre 2020 et qui s'est poursuivie jusqu'en mars 2021. Chacune de ces vagues se comporte différemment sur le plan clinique. La première en mars, c'était bénin. La deuxième en septembre 2020 était également bénigne. Et la suivante en novembre et décembre a été vraiment très grave. Beaucoup de gens étaient malades et beaucoup de gens malheureusement sont morts. Mais peut-être pas tout le temps à cause du virus, mais aussi à cause de la mauvaise gestion de la prise en soin par les médecins généralistes. Car il n'y avait presque aucun contact à cette époque. Tout le monde avait peur du virus et les médecins ont simplement fermé leurs services, les services de consultation externes, et les gens n'ont pas reçu les soins appropriés. Mais ce que nous avons découvert, c'est que lorsque nous avons commencé à caractériser les vagues individuellement, nous avons découvert que le virus original en provenance de Wuhan, nous avions la séquence de référence donnée par les scientifiques chinois fin janvier 2020. C'était la vague de mars 2020. Mais la deuxième vague, en septembre, était légèrement différente sur le plan génomique. Elle contenait de nombreuses mutations dans tout le génome. Il n'a été possible d'identifier ces mutations qu'en utilisant le séquençage de nouvelle génération, car il permet de réduire le débit nécessaire et de séquencer l'ensemble du génome, du début à la fin. Et nous avons séquencé tous nos échantillons positifs. Il faut dire que nous avons analysé près de 30 000 individus. Et tous les positifs ont été séquencés par notre laboratoire, soit par séquençage Sanger, soit par séquençage de nouvelle génération. Le séquençage de nouvelle génération a été utilisé par une caractérisation complète des vagues individuelles et des virus individuels qui constituent les vagues individuellement. Nous avons découvert que non seulement chaque vague, du moins en République tchèque, non seulement chaque vague était créée par une souche différente, mais aussi que les souches n'étaient pas directement liées entre elles. Ainsi, la vague qui a commencé en septembre 2020 portait ou avait un certain schéma de mutation. Et nous utilisons ce modèle de mutation pour suivre la circulation du virus dans le pays. À certains moments, à partir de novembre 2020, le schéma de mutation a changé. La vague qui a circulé dans notre pays en novembre et décembre 2020 était génomiquement différente et, fait intéressant, elle a perdu de nombreuses mutations de la vague précédente, ce qui n'était pas possible. Ce n'est donc pas possible du point de vue de l'évolution. Donc, si vous avez une zone confinée comme l'était notre pays, à ce moment-là,
Parce que le pays était confiné, tout le monde portait un masque facial. Les distanciations sociales étaient en place dans la société. Nous n'avons pas vu de maladie respiratoire à l'exception du SARS-CoV-2, qui a vraiment créé 3 vagues importantes tout au long de l'automne 2020. Donc, la vague suivante n'était pas la descendance directe de la précédente, ce qui n'est pas possible dans une population confinée. Ce qui nous pose cette question, quelle était sa source? Où se trouve la source des souches individuelles? Sans séquençage de nouvelle génération, vous ne seriez pas en mesure d'identifier la diversité. La diversité génétique entre les vagues individuelles. Au début, le narratif était constamment « c'est le virus de Wuhan ». Il apparaît et disparaît. Et tout le monde a été surpris. C'était vraiment ahurissant. Parce qu'il s'agissait de susciter la peur de la population par un virus qui apparaît et disparaît. Et personne ne sait quand. Mais ensuite, nous avons découvert que ce n'était pas le même virus. À chaque fois, c'était quelque chose de différent. Et même si c'était différent dans le sens où vous avez une vague et qu'elle a un certain schéma de mutation, parce que le virus accumule des mutations dans le temps, ce serait parfaitement logique et possible. Ensuite, vous vous attendriez à la vague suivante qui porterait les mutations de la vague précédente et pourrait seulement ajouter quelques mutations supplémentaires, parce que c'est l'évolution normale. Mais ce n'était pas le cas. La vague précédente était porteuse de mutations, et la vague immédiate qui a suivi n'a fait qu'effacer un grand nombre de ces mutations. Le virus n'est pas capable d'effacer les mutations et de revenir au plan initial. Il ne sait pas quelle était sa séquence originaire de Wuhan. Donc, à mes yeux, cela implique que toutes les vagues individuelles ne sont pas directement interdépendantes. Et comme je l'ai dit, je ne savais pas où la source de cela pouvait être. C'est une sorte de chaos orchestré qui a été créé. Et comme je l'ai dit, en utilisant le séquençage de nouvelle génération, nous sommes en mesure d'identifier cette astuce. Omicron, par exemple, qui est ce virus qui circule en ce moment. Il est vraiment bénin. Omicron, je l'ai trouvé dans les médias grand public. Ça veut dire ce que ça veut dire si vous trouvez des infos dans les médias grand public. Ils ont dit qu'il n'y a pas de prédécesseur direct de l'Omicron, parce qu'il est tellement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'ils ne savent pas quelle est l'origine de l'Omicron. Donc, encore une fois, on peut spéculer que cela provient d'un laboratoire, parce qu'à mes yeux, ça vient bien d'un laboratoire et c'est fait exprès. À l'origine, je pense que c'était peut-être intentionnel, ou une espèce de danger, ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, il me semble que tous les indices montrent que c'est volontaire et que les vagues individuelles ne ressemblent pas à une évolution normale dans une zone fermée confinée. Car vous verriez une vague avec un certain modèle de mutation, puis une autre s'élevant de la précédente, contenant le même modèle de mutation, plus quelques autres mutations jusqu'à ce qu'elle meure. Et avec Omicron, parce qu'elle est si fortement mutée, je m'attends à ce que les créateurs de cette pandémie sachent déjà que nous sommes capables de séquencer les souches et de caractériser les vagues sur le plan génomique. Ils savent donc qu'après Omicron, si une autre souche apparaît, elle sera plus mutée qu'Omicron, parce que c'est l'évolution normale du virus, jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il soit plein de mutations. Il est aussi infesté de mutations et les mutations finissent par tuer le virus. Donc, soit Omicron est le dernier, ou si quelque chose arrive, il doit être plus muté qu'Omicron, et si Micron est bénin, le prochain, s'il arrive, devra être encore plus bénin, presque méconnaissable.
Si nous ne sommes plus obligés de faire des tests PCR comme des malades tout le temps, parce que c'est exactement ce que nos gouvernements veulent que nous fassions. Lorsque vous dites qu'il est si distinctif, comment se fait-il que le test PCR, d'après ce que j'ai compris, n'ait pas été adapté aux versions qui circulent? Alors, comment se fait-il qu'il puisse détecter ce genre de variété de versions de virus tout en restant fondamentalement l'ancien SARS-CoV-2? Je veux dire, a-t-il été conçu de cette façon dès le début, en quelque sorte? Quelle est votre opinion? C'est une question fantastique et je vous en remercie. Comme nous en avons discuté vendredi lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai souligné une chose intéressante et étrange dans la conception de Drosten, qui a ciblé dès le début 3 parties du génome du SARS-CoV-2. Depuis 2006, mon travail consiste à concevoir des essais de PCR, des essais de PCR en temps réel et des essais de PCR quantitatifs en temps réel pour n'importe quel pathogène. Car notre laboratoire est un grand laboratoire de diagnostic. Nous nous concentrons sur la microbiologie moléculaire humaine et vétérinaire. Et 99% des tests que nous avons, c'est un test PCR quantitatif en temps réel, qu'il soit simple ou en duplex buccal. C'est mon travail. Je suis conceptrice de ces tests. Je le fais depuis 2006. C'est mon travail régulier. Et toujours, lorsque je conçois un nouveau test pour un nouvel agent pathogène, j'utilise des outils bioinformatiques et j'aligne le génome de l'agent pathogène pour lequel je m'apprête à faire un essai et j'aligne le génome sur tous les génomes de la base de données. La base de données mondiale du Centre national d'information de biotechnologie. Et je recherche la partie la plus spécifique du génome de l'agent pathogène, qui est si spécifique et si unique qu'aucun autre germe ou agent pathogène dans le monde, chien, chat, humain ou autre organisme, ne possède ce brin d'ADN ou ARN. Je ne me souviens pas d'un seul essai dans notre laboratoire. Et nous en avons des centaines, couvrant à la fois les pathogènes vétérinaires et humains, où nous aurions utilisé plus d'une seule cible unique dans le génome d'un pathogène donné. Ainsi, lorsque j'ai vu le projet de Drosten au tout début de la pandémie en mars 2020, je n'ai pas compris pourquoi il avait choisi 3 cibles. Parce qu'il ne pouvait pas en choisir qu'une seule dans le cadre de son travail normal. Si vous voulez enquêter sur, je ne sais pas, l'hépatite C, vous n'avez qu'une seule PCR ciblant une partie spécifique du virus de l'hépatite C. Si vous étudiez le VIH, c'est la même chose, une seule question spécifique parce que le PCR doit être spécifique et doit pouvoir extraire uniquement la cible que vous recherchez. Et Drosten a décidé d'opter pour 3 cibles individuelles, ce qui n'avait aucun sens pour moi à ce moment-là. Mais maintenant, je comprends pourquoi il l'a probablement fait. Parce que, comme nous voyons que chaque vague individuelle a été créée par une souche différente du virus, il me semble qu'il aurait pu, au tout début, s'attendre à cette hétérogénéité dans la famille SARS-CoV-2. Nous savons que le coronavirus a muté. La vitesse à laquelle le SARS-CoV-2 mute, c'est sans précédent, du jamais vu, jamais entendu. Si vous ne ciblez qu'une partie du gène N ou E ou du gène de la polymérase, vous pouvez facilement manquer une souche qui pourrait survenir à un moment donné, lors d'une vague dans un pays donné. Donc il faut plus de sécurité. Si votre tâche au début était de créer ou de concevoir un test qui ne manquera rien, même s'il mute, faites-le de cette façon. Vous ne manquerez rien. Nous avons besoin de chiffres et nous devons suivre chaque vague individuelle.
dans chaque pays individuel. Donc, si on me demandait de rédiger un essai pour cette tâche, je choisirais certainement 3 cibles individuelles dans le génome, peut-être 4, et je rendrais les choses très compliquées pour ne rien manquer. Par exemple, dans notre pays, parce que nous faisons beaucoup de microbiologie vétérinaire, nous étudions les coronavirus chez les chats, les chiens, les perroquets, les chevaux, et chaque espèce individuelle a son propre coronavirus. Et nous avons fait des essais pendant des années. Nous n'avons jamais eu l'idée de les changer ou de les redessiner parce qu'ils sont parfaits. Bien que le coronavirus mute, il n'est pas si particulier, ce n'est pas plus compliqué. Quoi que ce soit qui pourrait interférer avec les diagnostics. Donc, normalement, même si vous enquêtez sur le coronavirus du perroquet, vous avez le même essai depuis 20 ans. Vous êtes parfaitement satisfait avec. Mais pour le SARS-CoV-2, vous aviez besoin de nombreux essais différents pour être en mesure d'attraper toutes les souches individuelles du virus. De plus, je me souviens d'un avis de notre gouvernement disant que lorsque la souche britannique est apparue, ils ont dit « N'utilisez pas tel ou tel kit commercial parce que celui-ci n'est pas capable d'identifier le variant britannique ou alpha. » Lorsque Drosten a conçu son test de manière aussi compliquée, à mes yeux, cela implique pour moi, car je suis moi-même conceptrice et je le fais depuis près de 20 ans, à mes yeux, cela signifie que sa tâche était de le rendre totalement applicable à tout, peu importe que vous identifiez quelque chose qui n'est pas le SARS-CoV-2. Que vous ayez une énorme expérience, il y a beaucoup de faux positifs et ainsi de suite. Parce que la question ou la tâche n'était pas de faire un test PCR qui est spécifique, il s'agissait de faire un test PCR qui produit ces chiffres. Telle était la question et la tâche. Et si je peux développer cette idée, et je pense que le juge Dexter a peut-être posé une question à ce sujet, quelle était la différence entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 en termes de réglementation officielle? En Europe et aux États-Unis, car j'ai voyagé ou passé beaucoup de temps aux États-Unis et je connais le type de réglementation en vigueur dans ce pays, nous avons quelque chose de similaire ici en Europe. En 2008 environ, un processus appelé accréditation des laboratoires a été lancé. L'accréditation signifie que vous avez en Europe ce qu'on appelle la norme ISO 15189 et qu'elle doit montrer la qualité du traitement des échantillons dans le laboratoire et la qualité de l'ensemble de la gestion du laboratoire. Mais cela signifie également que le laboratoire doit de préférence utiliser des kits certifiés CIBD et non des kits dits de laboratoire comme certains kits internes. Lorsque nous avons commencé à travailler sur cette pandémie en mars 2020, nous avons développé notre propre test PCR car je n'étais absolument pas satisfaite de la conception de Drosten. Je l'ai dit ouvertement à notre gouvernement. Nous n'utiliserons pas de test Drosten parce qu'il semble dangereux, qu'il produira probablement beaucoup de faux positifs, qu'il aura probablement une intensité de fluorescence élevée. Et nous avons développé notre propre test. Nous ciblons et faisons toujours 5 UTR primaires d'un virus. Ce qui, je pense, est si unique que cela signifie qu'il vient d'un laboratoire. Mais la majorité des hôpitaux universitaires dans notre pays et aussi en Europe, parce qu'ils appliquent le système d'accréditation ISO 15189, ont toujours tendance à choisir un kit accrédité ISO. Et là, je peux vous montrer, c'est une boîte. Elle arrive dans votre laboratoire, elle porte une étiquette indiquant CIBD. C'est comme un mantra pour vous, disant que quelqu'un a minutieusement validé le test devant des centaines d'échantillons. Car pour obtenir le label CIBD,
vous devez suivre la norme ISO 13485, qui est une norme ISO pour la production de kits de diagnostic. Vous devez valider la sensibilité, la spécificité, la variabilité autour de centaines d'échantillons pour la réactivité croisée et blablabla. Et une fois que vous avez une boîte qui porte la marque CIBD, cela signifie pour le laboratoire que s'il utilise les produits chimiques contenus dans la boîte, même s'il y a des erreurs de diagnostic, la faute revient au producteur du kit et non au laboratoire. Et cet argument est massivement invoqué dans les facultés, les hôpitaux, les grands centres hospitaliers de notre pays et d'Europe plus largement. Mais imaginez une sorte de boîte noire, vous ne savez pas ce qu'elle contient, vous la recevez juste du fabricant. Et dans ce cas précis, celle-ci provient de Life River, basée à Shanghai en Chine. Donc, s'il y a un problème avec une de ces boîtes, porterez-vous réclamation contre quelqu'un en Chine? Serez-vous en mesure de demander des comptes à quelqu'un dans ce pays et de négocier quoi que ce soit? Vous recevez une boîte qui contient un tout nouveau mélange d'enzymes dédiées au SARS-CoV-2 qui a passé un contrôle interne, un contrôle négatif et un contrôle positif, accompagné d'une notice expliquant comment mélanger les composants entre eux et mener le test. Mais comme vous ne connaissez pas les composants du kit de diagnostic, vous n'avez pas d'autre choix que de vous fier à sa fiabilité. Et s'il contenait des produits chimiques frauduleux, ou leur écrasante majorité étant basée sur le modèle Drosten, tout du moins au début, donc vous achetez tout de même ce kit parce que vous voulez protéger votre entreprise, vous êtes certifié ISO, vous ne souhaitez utiliser que des kits certifiés CIPD pour être parfaitement en règle vis-à-vis de votre gouvernement. Alors, si vous générez des faux positifs, premièrement, vous n'en êtes pas responsable, et deuxièmement, vous n'êtes pas en mesure d'affirmer que vous générez des faux positifs de manière prévisible, car vous êtes incapable de vérifier si la positivité obtenue est correcte ou incorrecte. Vous ne pouvez pas le séquencer parce que vous ne connaissez pas les séquences des amorces et des récepteurs utilisés là-dedans. Donc, comme la plupart des salariés sont enfermés dans leur routine, ils prennent juste la boîte, les échantillons et font le reste. Par conséquent, je pense qu'ils abusent de cela. Ils abusent de la situation dans les pays développés en Europe et aux États-Unis, où tout le monde s'appuie sur des kits certifiés par la CLIA, la CIBD ou le FDA. Dans tous les cas, ils ne vérifient pas la qualité des diagnostics. Ils regardent juste s'il y a le logo CIPD ou la mention approuvée par la FDA. Et si les instigateurs de cette pandémie avaient voulu confondre tout le monde dans les grandes largeurs, ils n'auraient pas fait une autre chose que de produire des kits de diagnostic dans des pays comme la Chine. Dans la province du Wang, vous serez incapable de dénoncer les problèmes rencontrés avec vos diagnostics à cause de la barrière de la langue ou de je ne sais quoi d'autre, mais cela permettrait de produire des cas. Et lorsque nous avons lancé notre propre test 5 UTR dans notre pays, nous avons subi une pression terrible avec des menaces de fermeture de notre laboratoire. Ils ont émis tellement d'objections à notre encontre, mis en doute notre honnêteté. Ils m'ont discrédité, je n'ai pas compris ce qu'il se passait parce que les tests 5 UTR sont parfaitement spécifiques. Ils sont hors du moindre doute et ne produisent pas de faux positifs. J'ai proposé le test gratuitement à quiconque en avait besoin. Et des centaines d'autorités compétentes à travers le monde étaient en demande de cela. Alors j'ai publié le principe du test sur Internet gratuitement. Le gouvernement nous a fait un cinéma. Ils nous ont enjoint d'utiliser le protocole Drosten. J'ai répondu « Hors de question, nous ne l'utilisons pas car il produit des faux positifs. » Parce qu'en Europe et aux États-Unis... Juste une seconde. Sonia, on vous a dit de ne pas utiliser ce test que vous avez conçu, mais plutôt celui de Corman Drosten. Tout à fait. Dès le début, la recommandation absolue de nos autorités était d'utiliser l'excellent test Drosten, hautement recommandé par le CDC et l'OMS. Donc, dans un premier temps, nous avons acheté les réactifs, nous avons acheté un kit, nous l'avons fait parce que je ne voulais pas devenir une hérétique dans mon pays. Mais une fois que j'ai réalisé que le test Drosten est tellement... Puis-je prononcer le mot merdique? Je suppose que c'est ce qui le décrit le mieux.
après avoir entendu tous les témoignages de vos collègues. Ce test est tellement mauvais pour rester dans l'euphémisme, j'ai donc totalement refusé de l'utiliser. Et nous l'avons immédiatement remplacé par le test 5 UTR que nous avons conçu, qui a été par la suite certifié par un contrôle qualité externe. D'abord à l'échelon national, puis international. Et une fois qu'il a reçu la validation de ce contrôle qualité externe, nos autorités ont cessé de nous dénigrer. Pour rester dans l'euphémisme encore une fois, et depuis, excusez-moi, c'est Omicron. Depuis ce moment-là, nous avons continué à utiliser notre test 5 UTR. Nous avons dépisté près de 30 000 personnes sans aucune équivoque. Ce test fonctionne, il est excellent, fiable et satisfait toutes les exigences de la norme ISO 13485. Car nous l'avons conçu pour être évalué selon cette procédure européenne. Donc, je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas pourquoi les autorités privilégient toujours un test qui n'est pas fiable. Sauf si vous acceptez l'hypothèse selon laquelle l'objectif principal n'est pas d'être fiable et précis, mais de continuer à générer des cas. Pour conclure, après avoir écouté vos collègues, et compte tenu des conclusions auxquelles vous êtes vous-même parvenu via vos propres recherches, valideriez-vous l'affirmation selon laquelle il semble n'y avoir absolument aucun fondement justifiant la moindre mesure Corona, et en particulier les vaccinations? Absolument. Les toutes premières mesures Corona, que ce soit dans notre pays, dans les autres pays européens, en Amérique et partout dans le monde, ils ont introduit des mesures anti-épidémie draconiennes, comme le port du masque, la distanciation sociale, la quarantaine, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, etc. Mais en dépit de toutes ces mesures draconiennes, alors que les autres maladies respiratoires ont disparu, plus personne n'a croisé la grippe A, la grippe B ou le virus respiratoire syncytial qui sont normalement présents en automne et au début du printemps. Donc, malgré toutes ces mesures draconiennes, le fait d'avoir enfermé tout le monde chez soi, etc., 3 vagues de coronavirus sont quand même apparues, disparues, apparues, disparues, apparues, disparues. En dépit de toutes les mesures, selon moi, si l'objectif était de combattre la grippe A, alors en effet, c'était le meilleur moyen. Cela avait vraiment du sens d'introduire des respirateurs ou des masques faciaux, mais en ce qui concerne le SARS-CoV-2, rien n'a fonctionné. Quelles que soient les mesures, les vagues ont toujours submergé le pays d'une manière visiblement orchestrée. En effet, elles ont été annoncées plusieurs mois avant de se produire. Ceci est un élément extrêmement troublant. Comment un membre du gouvernement pouvait-il savoir cela, alors même que le virus avait complètement disparu pendant l'été 2020? Comment était-il en mesure de le savoir sur la base de quelques données, de données inexistantes d'ailleurs? Comment prédire qu'il y aurait une vague fulgurante en septembre? Mon expertise en tant que microbiologiste, car je suis médecin, et j'ai été formée à la biologie moléculaire, à la génétique, à la microbiologie. Donc, compte tenu de mes connaissances, contracter une maladie respiratoire, qu'elle soit grave, normale, commune, naturelle, issue d'origine naturelle à la fin du mois d'août, c'est impossible. Nous n'avons jamais vu ça. Nous observons l'arrivée des maladies respiratoires typiquement en octobre ou en novembre, quand il pleut, quand la météo est mauvaise, mais jamais au cours d'un bel été ensoleillé. Cela aussi était troublant. Non seulement ça avait été annoncé à l'avance, mais en plus ça s'est produit à un moment inhabituel et les vagues sont apparues conformément aux prédictions.
Nous pouvons donc en conclure, si je comprends bien, qu'il n'y a pas de pandémie corona, mais plutôt une pandémie de tests PCR. Absolument. Et Rainer, vous parlez de la vaccination. Il ne faut pas l'oublier. C'est un point vraiment important. Lorsque nous avons commencé à analyser ces vagues, nous avons identifié que chacune d'elles correspondait à quelque chose de différent. Je n'ai pas hésité à annoncer ouvertement à nos autorités, à notre gouvernement, ce qui était en train de se passer. Mais pour les soi-disant experts, ceux qui conseillent nos gouvernements, et ils ne sont pas de bons conseils vraiment, ces experts vivent dans un monde à part. Ces experts en immunologie, en vaccinologie, etc. N'importe quel immunologiste ou spécialiste des vaccins devrait pourtant savoir de par ses études, car c'est un fait reconnu dans la littérature, que si votre cible, le virus, mute très fréquemment, alors ce n'est pas possible. C'est même contre-indiqué de s'en remettre à un vaccin conçu contre le virus qui s'est échappé de Wuhan et qui ne circule plus. Vous vous retrouvez avec un vaccin hétérologique face à des virus eux-mêmes hétérologiques. Et si vous créez des vaccins hétérologiques pour des virus hétérologiques, alors vous pouvez vous retrouver avec une amélioration dépendante des anticorps, ce qui peut réellement aboutir à la mort de l'individu qui a été vacciné avec ce vaccin hétérologique. Jusqu'à présent, nous ne disposons pas de données de suivi à long terme sur les vaccins, car ils ont été introduits depuis 1 an, tout simplement. Nous ne disposons pas de données de suivi à long terme sur les vaccins, car ils ont été introduits depuis 1 an, tout simplement. Nous ne disposons pas de 5 ans, 8 ans ou 10 ans de suivi sur ces vaccins. Mais nous avons des modèles de prédiction informatique sur les dégâts que pourrait causer un vaccin et à quel point il pourrait se révéler dangereux, même s'il ne s'agit que de prédictions informatiques, même si l'on peut douter du laboratoire qui les a faits, même si l'on n'y croit pas. Vous avez tout de même un vaccin qui ne correspond pas aux variants qui circulent. Ceci est un fait établi qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne sais pas quelle sorte d'experts ils sont. Donc, sachant que chaque variant est différent et que le vaccin est hétérologique, hétérogène, ils auraient dû immédiatement arrêter la vaccination pour des raisons de sécurité au lieu de la rendre obligatoire, de l'encourager, de proposer de l'argent pour se faire vacciner. Ou même des iPhones ou des paires de baskets. Je suis désolée de vous interrompre, mais nous aborderons la question des soi-disant vaccins avec un autre groupe d'experts. Donc, pour conclure, encore une fois, rien ne justifie les vaccinations, car les mesures Corona ne reposent sur rien, parce que les tests PCR ne reflètent absolument pas les infections. Est-ce exact ? Les tests PCR réalisés de manière quantitative peuvent vous donner des indications si le patient est réellement atteint d'une maladie liée au SARS-CoV-2. Car si vous obtenez un 10 jusqu'à 7 recopies ou un 10 jusqu'à 8 recopies, 10 millions... Vous dites que ça peut vous donner une indication, mais ça ne peut pas vous dire si le patient est réellement contagieux. Parce que même si le virus a infecté ces cellules, parce que, comme nous l'a expliqué Ulrike, il n'existe plus sous sa forme complète quand les couvillons entrent dans la machine, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Quelles que soient les analyses de laboratoire, les données ne sont qu'indicatives. Elles doivent fournir une aide. Il n'y a que l'état clinique du patient qui doit faire foi. En d'autres termes, en lui-même, le test PCR ne suffit pas
pour affirmer si oui ou non quelqu'un est infecté et contagieux au Covid-19. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Sonia. Nous sommes un peu pris par le temps. Mais je ne veux pas couper la parole à qui que ce soit. Donc, si l'un d'entre vous, Anna, Dexter, Virginie, Dipali avez des questions, je vous en prie, allez-y. Docteur Sonia, merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que ce qui est très important à retenir pour le jury est que comme cela a été le cas depuis le début de cette pandémie, que nous appelons pandémie, il faut continuer à être attentif aux statistiques. À présent, nous avons dépisté un si grand nombre de cas positifs qu'au bout du compte, cela finit par modeler l'esprit des gens, à leur faire penser que tout compte fait, leur gouvernement semble bien travailler pour la défense de leurs intérêts et que par conséquent, les confinements sont nécessaires, qu'il faut s'y conformer, qu'il faut porter des masques et qu'il faut, par-dessus tout, consentir au cirque de la distanciation sociale. Mais la question que je souhaiterais vous poser, qui est relativement cruciale, concerne les données statistiques issues des tests PCR de Drosten. Devant cette commission, Dr Sonia, diriez-vous que toutes ces données statistiques qui ont été fournies au public et au jury a été bombardée quotidiennement, cas positif, cas positif, cas positif. Ces données statistiques sont-elles erronées? Est-il possible qu'une instance de régulation publique d'un pays ait pu les utiliser pour justifier un confinement? Merci. En effet, nous avons été abreuvés de chiffres. Tous les jours dans les journaux, on pouvait lire que les laboratoires ont dépisté tel nombre de cas positifs, que c'est davantage qu'hier, etc. Une véritable campagne de terreur continue sur la population. De plus, étant donné qu'un PCR positif représentait un bonus pour les hôpitaux, car s'ils avaient un patient susceptible d'être positif, même une simple suspicion, alors ils bénéficiaient d'un remboursement bien plus élevé de la part de l'assurance. Il n'y a donc même pas eu de pression, que ce soit les hôpitaux ou les médecins. Il y a un tel niveau de corruption, c'est terrible. Il n'y a aucune pression, que ce soit des hôpitaux ou des médecins, pour obtenir des résultats précis. Car s'ils avaient un individu PCR positif, ne l'appelons pas un patient mais un individu, alors ils recevaient 3 fois plus d'argent pour lui que si il ou elle était négatif au SARS-CoV-2. Donc au final, ils étaient plutôt contents parce qu'ils gagnaient plus d'argent et les patients étaient plus rentables pour eux. Ils étaient mieux remboursés par les assurances. Il n'y a eu aucune pression de la part du personnel médical pour réclamer des données fiables, car ils ont profité de l'afflux de cas positifs au SARS-CoV-2. Peu importe qu'ils soient faussement ou réellement positifs. À partir du moment où le patient était positif au SARS-CoV-2, peu importe le nombre de CT, ils étaient bien mieux remboursés par les assurances. Et cette situation n'était pas spécifique à notre pays. Elle s'est répétée dans de très nombreux pays à travers le monde. Donc, mais peut-être ai-je un peu digressé par rapport à votre question. Le plus important avec ces statistiques publiées quotidiennement, dont le jury a été bombardé chaque jour, c'est qu'en réalité, elles ne sont pas dignes de confiance. Et je dirais même que les instances de santé publique, les décideurs en matière de santé publique dans les pays, n'auraient en aucun cas dû s'en servir pour justifier tous les confinements. Pour résumer, premièrement, ces statistiques ne sont pas fiables. Deuxièmement, les décideurs en matière de santé publique n'auraient jamais dû les utiliser pour justifier tout ce qu'ils ont mis en place. Vrai ou faux, Dr Sonia? En effet, les statistiques issues des tests PCR ne sont absolument pas fiables. Absolument pas fiables.
Car même dans le cas d'un patient écrasé par un camion, s'il était positif au SARS-CoV-2, il était comptabilisé dans les statistiques comme positif au SARS-CoV-2. Il y a eu un grand débat dans mon pays, une grande discussion pour savoir s'il s'agissait d'un patient mort avec le Covid ou mort du Covid. Donc, toute personne qui était positive au SARS-CoV-2 était comptabilisée dans les statistiques comme un cas. Il est donc absolument impossible de faire confiance à ces statistiques. Et elles n'ont servi que de prétexte au gouvernement pour mettre en place de puissants outils de contrôle de la société et pour instaurer des mesures draconiennes, des confinements, des lois draconiennes et au final restreindre les droits des populations. Tout cela grâce à des outils, à ces faux chiffres et à ces fausses statistiques, complètement trafiquées et frauduleuses. Ils les utilisent pour contrôler la société, par exemple pour fermer les petites et moyennes entreprises, pour fermer les écoles. Ils ont causé des dommages à de très nombreuses personnes dans la société. Donc, selon moi, et personne ne m'a fait changer d'avis, le virus du SARS-CoV-2 n'est rien d'autre qu'un outil de contrôle de la société pour l'amener dans une direction souhaitée ou planifiée. Et le premier objectif était d'imposer les vaccins, d'injecter tout le monde, quels que soient ces vaccins ou ces produits en vue de mettre en œuvre des mesures encore plus draconiennes. Et toute cette énergie... Une seconde, il vous a posé une question précise. Nous ne pouvons pas faire confiance aux chiffres issus des tests PCR. Non, nous ne pouvons pas nous fier à ces chiffres. La plupart de ces statistiques ont été trafiquées à dessein. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question rapide. Vous pouvez juste répondre par oui ou par non. Cela sera plus que suffisant. Étant donné les consistances des preuves que vous avez fournies, l'ultime question à propos de cette pandémie de tests PCR dont nous parlons, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la science. Oui ou non, docteur? Oui, c'est une pandémie de tests PCR. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Merci beaucoup, Sonia.